Alors, quelques mots avant de commencer sur le thème de ce grand entretien. Prédiction inattendue, comment maintenir les possibles ouverts. Alors, l'inattendu, finalement, c'est une notion que je vais essayer d'explorer assez brièvement, mais qui me semble très féconde. L'inattendu, c'est une notion qu'on a vu affleurer avec cette présentation, notamment de Véronique Lefebvre-Desnouettes, qui propose finalement une éthique de l'inattendu, c'est-à-dire comment faire surgir dans la linéarité du temps des moments finalement, comment être sensible à ce qu'on n'attend pas. Voilà. L'inattendu, ce n'est pas l'imprévisible, et pourtant les deux désignent ce qui n'a pas été prédit. Mais l'imprévisibilité, finalement, renvoie à un événement futur. Là où l'inattendu renvoie plutôt à un événement passé. On constate l'inattendu, on constate qu'on ne s'attendait pas à voir surgir cet événement. Tout dépend, au fond, pour distinguer imprévisible et inattendu, de la position de l'observateur. Un événement est imprévisible du point de vue d'un observateur qui se situe avant l'événement. C'était imprévisible, on ne pouvait pas prévoir avant l'événement qu'il allait finir par arriver. Un événement est inattendu, en revanche, du point de vue d'un observateur qui se situe après l'événement et qui en est surpris. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que tous les événements imprévisibles ne sont pas inattendus. Par exemple, quand notre téléphone tombe en panne, c'était imprévisible, on ne pouvait pas le prévoir, mais pour autant ce n'est pas inattendu. Ça fait partie des choses qui peuvent être attendues, qui font partie des attentes. Et à l'inverse, tous les événements inattendus ne sont pas imprévisibles parce qu'on peut très bien être surpris par un événement prévu et très prévisible parce qu'il ne se passe pas comme nous l'avions prévu ou parce que nous sommes surpris par notre façon de réagir à cet événement. Au fond, l'inattendu, qu'est-ce que c'est ? L'inattendu correspond à la déchirure de notre horizon d'attente. Nous ne pouvions pas attendre que ça arrive ou que ça arrive comme ça. Voilà. Un cousin que l'on croise, un cousin éloigné que l'on croise à l'université d'été. Voilà. C'est inattendu. Un billet de 500 € qu'on trouve dans la rue. Pour les événements inattendus positifs. Un pont qui s'effondre. Pour les événements négatifs, une épidémie qui renaît, la peste par exemple, alors qu'on la croyait à jamais disparue. Voilà des événements qui sont véritablement inattendus. Merci. Alors, souvent, on entend des éloges de l'inattendu, et c'est vrai que l'inattendu, surtout quand il est en notre faveur, quand il nous est favorable, c'est comme une sorte de cadeau. L'inattendu se donne comme un surplus, un débordement, qu'il soit heureux ou malheureux. Et si on reprend la belle conférence de Léo Koutelak hier, on pourrait dire que l'inattendu, c'est ce qui rompt la linéarité du temps. Et parce qu'il rompt cette linéarité du temps, l'inattendu nous force à revoir nos plans, à nous forger de nouvelles attentes, à reconstruire un horizon d'attente. Donc ça, c'est pour ce que l'inattendu peut avoir de positif. Mais d'un autre côté, il faut quand même admettre qu'on passe l'essentiel de notre vie à éliminer la possibilité de l'inattendu. Toute notre vie sociale est organisée avec tout un tas de dispositifs techniques, comme une horloge par exemple, pour que nos attentes et nos prédictions se vérifient. Plus fondamentalement, nous ne pourrions pas mettre un pied devant l'autre si nous étions à chaque instant confrontés à l'inattendu. Si nous mettons un pied par terre, c'est parce que nous attendons que le sol sous nos pieds soit ferme et que ce ne soit pas du sable mouvant ou quelque chose sur lequel nous allons glisser. Et peut-être d'ailleurs l'expérience de la démence est-elle une expérience permanente de l'inattendu, une sorte de désorientation permanente. Donc, ce qui nous plaît dans l'inattendu, ce n'est peut-être pas l'inattendu lui-même, c'est l'inattendu malgré tous les efforts que nous faisons pour l'éliminer, pour qu'il n'arrive pas. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette attitude que nous avons face à l'inattendu, le plaisir que nous avons à ce qu'il survienne et le plaisir que nous trouvons à ce que nos attentes, nos prédictions soient fausses, attentes que nous faisons quotidiennement, qui nous sont essentielles pour pouvoir fonctionner
dans notre vie sociale, dans notre vie amoureuse également, voilà, par exemple. Cela veut donc dire que nous avons besoin de prédictions pour sentir que notre vie n'est pas réglée par ces prédictions. Alors, j'ai voulu faire cette courte analyse des rapports entre inattendu et prédiction pour précisément entrer plus concrètement dans notre sujet. Quel rapport entre l'inattendu et les maladies neuroévolutives? Alors, il me semble que ce sont des maladies qui, précisément, nous forcent à créer un nouvel horizon d'attente, qui saturent l'horizon d'attente, qui conduisent les personnes concernées à revoir ou recréer leurs attentes en prenant en considération les événements annoncés, les handicaps, les difficultés, les incapacités. La vie s'organise ou se réorganise pour se préparer aux événements de la maladie, pour ne pas être prise au dépourvu. Autrement dit, ce sont des maladies qui laissent finalement assez peu de place à l'imprévisible. Mais précisément, et on le verra peut-être avec Nadine Le Forestier et Valérie Pillet, toutes ces préparations, tous ces plans que nous faisons n'empêchent pas l'inattendu. L'inattendu sous ses formes diverses, une crise là où on ne l'attendait pas, une douleur, au contraire un répit, un regain d'énergie, de puissance, de joie que l'on n'attendait pas ou que personne n'attendait, ni les neurologues, ni les psychologues. Au fond, on pourrait dire que ces maladies-là ont pour particularité de laisser à la fois très peu de place pour l'imprévisibilité, mais d'ouvrir beaucoup de place à l'inattendu. Et dès lors, la question que j'aimerais poser, la question éthique vraiment autour de la prédiction et de l'inattendu que j'aimerais poser, ce n'est pas du tout comme on pourrait le penser au premier abord, il faut laisser place à l'inattendu, parce que l'inattendu n'a pas besoin qu'on l'autorise, qu'on lui laisse une place pour surgir. La véritable question, qui rejoint tout à fait d'ailleurs la conférence de Véronique Lefebvre-Desnouettes, c'est comment faire en sorte que cet inattendu-là soit vécu comme la preuve, le témoignage que toutes les attentes, toutes les prédictions que nous faisons continuellement, y compris les prédictions médicales, ne sont pas vouées à se réaliser. Du moins pas vouées à se réaliser comme elles sont annoncées. Et porter attention à cet inattendu, c'est finalement alléger le poids du tragique, alléger le poids du destin, le poids des prédictions, et sortir d'un tragique subi et imposé. Voilà pour cette importance de l'inattendu. Alors maintenant, j'aimerais qu'on soit plus concret après cette introduction. J'ai donc le plaisir d'animer cet entretien avec Nadine Le Forestier et Valérie Pillet. Valérie Pillet est avec Alice Rivière, que nous avons entendue hier, cofondatrice, codirectrice de Ding Dang Dong, dont je rappelle qu'il a été pensé comme institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Et par ailleurs, Valérie est chercheure et elle s'intéresse à l'expérimentation entre les arts et les sciences humaines comme manière de transformer concrètement la société, ses représentations, ses habitudes. Nadine Le Forestier est neurologue à la Salpêtrière. Depuis plus de 20 ans, elle développe une réflexion sur l'annonce, et en particulier sur une maladie particulière qui est la sclérose latérale amyotrophique, dont elle nous parlera. Et elle a entrepris également une thèse en éthique, donc une autre médecin philosophe, thèse qu'elle a soutenue en 2014 et qui porte le très beau titre de « Passeur de mots, une éthique philosophique du soin ». Voilà. Alors, première question que j'ai à vous poser, j'aimerais qu'on commence à parler de la réalité et des réalités diverses que sont les maladies neuroévolutives. Et peut-être, Nadine, j'aimerais commencer par toi et essayer de voir ce qu'il y a d'inattendu dans ces maladies neuroévolutives et parler, puisque c'est ton sujet de prédilection, de l'annonce de la maladie. Est-ce que tu dirais que par essence, l'annonce est un événement inattendu ou au contraire, que c'est un événement très attendu par les personnes, quelque chose qui est craint, qui est anticipé, et
comment finalement cela évolue en fonction des personnes, en fonction des environnements, en fonction des proches. Voilà. Merci Paul Loup. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, je vais répondre en 2 temps. Je pense que, vu l'évolution de nos compétences et vu l'évolution de la société, ce fameux temps de l'annonce, et je vais peut-être devant vous avoir le privilège pour la première fois de démonter le mot annonce, je pense qu'il n'y a pas d'inattendu, effectivement, dans ce temps. Qui est considéré très fort, mais pour 2 raisons. D'un côté, vous avez effectivement, je dirais, de plus en plus des techniciens du soin. Vous le savez, de plus en plus, la biotechnologie va rentrer dans nos métiers de soignants. Alors on peut s'en réjouir, comme on peut effectivement, comme vient de le dire Véronique, être un petit peu perturbé, parce que s'il n'y a plus de sciences humaines en soins, c'est assez mal parti. Donc nous avons effectivement le privilège d'avoir une société qui hypertrophie ce côté scientifique de la médecine, et donc nous avons des soignants très ingénieurs du soin, et qui sont de plus en plus spécialisés et de plus en plus nichés dans des hôpitaux qui ont effectivement cette faculté de faire de plus en plus rapidement des diagnostics avec des prouesses technologiques pour faire des examens paracliniques, et également cette expertise, une volonté à la fois politique mais en même temps une volonté du citoyen d'avoir affaire à quelqu'un qui est capable de dire si c'est ça ou pas ça. Donc voilà, ce côté médical, on est de plus en plus finalement avec une étiquette qui nous prédéfinit, alors qu'en face, on a effectivement des patients de plus en plus avertis, ce qui est pour moi réjouissant. Je veux dire que ma consultation en 25 ans a vraiment s'est métamorphosée au fil du temps, et je trouve que c'est une valeur ajoutée dans la relation de soins. Et effectivement, nous avons des patients souvent qui viennent déjà avec un pré-diagnostic du fait d'une autoconsultation sur Internet ou d'un parcours de soins, malheureusement. Et là, on est en train de redescendre de l'autre côté un peu sombre de la montagne, on en parlait hier dans les forums, par un désert médical. On est en train de revoir un allongement du délai entre le premier symptôme et le diagnostic dans un centre plus ou moins expert pour confirmer effectivement la maladie neuroévolutive, et ça c'est un petit peu dommage. Donc d'un côté, un médecin de plus en plus qualifié, donc de plus en plus ciblé et de plus en plus préconnu par les patients et les familles, et d'un autre côté, des patients de plus en plus avertis, peut-être parfois trop avertis, peut-être même parfois mal avertis. Vous savez qu'il y a quelque chose en ce moment qui est en train de naître dans nos consultations, et c'est assez terrifiant. Ça porte le nom de cyberchondrie. Nous avons des jeunes patients, en général assez dynamiques, dans une grande volonté d'existence parfaite, à savoir je mange bien, je cours bien, je suis végane et j'ai un bon boulot, et qui s'auto-diagnostiquent des maladies suite à un symptôme. Ils vont regarder le symptôme sur Internet et ils arrivent en consultation absolument démolis sur ce pilier qui fait notre santé, notre équilibre probe, à savoir ils sont démolis sur le plan physique parce qu'ils sont persuadés d'avoir une maladie grave, psychologique puisque ça les démonte, et ils engouffrent leurs piliers sociaux, affectivo, politico, tout ce que vous voulez, économico, et c'est très difficile de remonter cette pente. Donc voilà, on a probablement un paradigme de la consultation qui se transforme au fil du temps. On peut s'en réjouir, mais également on peut effectivement essayer de parer aux excès. Et puis d'un autre côté, je dirais que il y a de l'inattendu dans cette relation de soins qui est effectivement peut-être annoncer quelque chose, et cet attendu, il n'est pas là où on le croit. En tout cas, je le pense depuis 20 ans où je suis effectivement à 50-60% de mon temps à annoncer cette maladie grave que vous connaissez tous, puisqu'on a perdu un astrophysicien qui en était affecté, à savoir le professeur Stephen Hawking. C'est donc la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative ou neuroévolutive, mais qui, pour le coup, qui témoigne de la dégénérescence des motoneurones, des cellules motrices du cortex moteur et de la moelle épinière, et qui s'associe malheureusement dans un tiers des cas à des troubles cognitifs qu'on appelle démence frontotemporale. Et donc, je dirais que dans ce challenge qui est annoncé à la fois voire une double peine,
Il n'y a pas à contourner les choses, hein. Nous ne sommes pas, nous les médecins, les soignants qui vont devoir éventuellement dire une certaine vérité, nous ne sommes pas des surhommes fécondés d'acier, hein, comme notre magnifique totem, Jacques. On est des êtres humains fragiles et il n'y a pas de doute. À chaque fois que je suis confrontée dans cet instant délicat, la première chose qui doit certainement frissonner en moi, c'est de me dire comment je vais m'en sortir plus ou moins indemne. Donc là, il y a de l'inattendu. Pour moi, pour tous les médecins des centres SLA, et je pense pour d'autres types d'annonces dans des maladies si difficiles à traiter, c'est que, sauf qui peut. Voilà. Et puis d'un autre côté, et j'ai bien aimé d'ailleurs la métaphore animale de Alice, hier, Rivière, qui parlait de, à ce moment-là précis, de se dire « je sais quelque chose d'avance » par rapport à un patient qui ne sait pas. Et là, il y a l'erreur, on va en reparler. Elle a pris cette métaphore où il y a la politique de l'autruche, je ne dis rien, on passe à autre chose. La politique du hibou, je sais et je reste stoïque. Et la politique que je dirais, et ça c'est une nouvelle idée qu'on va essayer de développer, du prédateur, à savoir le guépard. Je sais, je ne fais pas attention, je me débrouille pour le dire et basta, le service après-vente, je m'en occupe pas. Et on sait que pratiquement, encore une fois, toutes les familles ont au moins une histoire à raconter sur une annonce diagnostique qui s'est faite de façon sauvage. Et là, pour le coup, c'est un travail incessant pour essayer que ça disparaisse. Alors donc, dans cette affaire, moi, j'ai envie de sauver ma peau. Et de l'autre côté, vous avez un patient. Et on oublie d'interroger de la quête de ce patient qui a ce parcours, encore une fois, entre un premier symptôme et l'annonce diagnostique, peut se passer jusqu'à 1 an, hein, notamment dans la SLA. On était à 8 mois il y a quelques années, du fait du désert médical, malheureusement, on retombe sur à 12-13 mois de délai entre le premier symptôme et l'annonce diagnostique. Donc on a en face de nous un patient qui a un savoir. Et ce savoir, il est précieux parce qu'il va nous aider justement à créer de l'inattendu. Et pourquoi je tiens à cette idée d'inattendu, et vraiment je te remercie de nous avoir emmenés sur ce chemin, parce que je ne l'avais pas pensé comme ça, hein, tu vois, comme quoi au bout de 20 ans on réapprend, c'est que le patient, il sait qu'il est porteur de quelque chose, il pressent, il est en quête, il attend quelque chose, il n'attend pas d'être persuadé. Ce n'est pas du domaine de la dialectique de la persuasion, il attend peut-être une dénomination, peut-être, hein, c'est ça qu'il va falloir essayer de débusquer dans cette quête, mais il sait aussi avant tout qu'il est devant un médecin qui est probablement envahi par cette impuissance. Dans les maladies neuroévolutives, effectivement, ce qui nous caractérise encore aujourd'hui, c'est cette impuissance. Or, on sait que cette impuissance thérapeutique nous oblige fondamentalement à une relation dialogique, le dialogue. Et c'est là où on va être capable, effectivement, de créer de l'inattendu. Et ce dialogue, on va probablement en reparler, va nous ouvrir à la métamorphose. Et nous avons eu un magnifique exemple avec Véronique ce matin. Finalement, c'est ça, c'est l'éloge de la métamorphose que d'être dans cet temps qui cristallise le mot, le verbe, et pourtant il faut s'en débarrasser de ce verbe. Il faut dialoguer et se métamorphoser. L'un d'un côté médecin qui mouche sa chemise, l'autre le patient qui craint effectivement ce qu'il pressent déjà, ce fameux attendu dont tu parles si bien, mais ce titre inattendu qui n'est pas pour moi une ruse oratoire, hein, qui n'est pas une imposture, va pouvoir créer quelque chose entre les deux parties et bien sûr le proche. Je n'en parle pas, mais il est extrêmement présent puisqu'il est en grande souffrance. Voilà pour cette petite question. Merci beaucoup. Alors, une question à Valérie, si on reste un peu sur l'annonce, parce que il me semble que l'annonce est un thème, le thème déclencheur peut-être du collectif Ding Ding Dong, puisque on sait que peut-être que tu vas l'expliquer, mais ce collectif s'est bâti sur une colère face à une annonce et une certaine vision de la maladie qu'on pourrait dire prophétique. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer un peu la genèse de Ding Ding Dong à partir de cette expérience d'une annonce violente. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Alors je vais peut-être être un petit peu redondante parce que je ne sais pas s'il y avait des personnes si vous étiez tous là hier. Donc, je rappelle quand même rapidement que la maladie de Huntington, c'est une maladie rare, neuroévolutive, héréditaire et qui provoque des troubles d'ordre moteur, psychiatrique et cognitif.
pour le dire assez vite. Et la particularité de cette maladie, effectivement, c'est qu'il existe, que le gène en fait, responsable de la maladie est connu, et que donc il existe un test qui vous permet de savoir si vous êtes porteur ou non de la maladie. Sachant que c'est une maladie qui se développe principalement au milieu de vie, mais il peut y avoir des formes plus précoces et plus tardives, mais statistiquement, c'est une maladie qui se développe et qui se déclare au milieu de la vie. Mais vous pouvez passer un test à partir de 18 ans pour savoir si vous êtes porteur ou pas de la maladie, et si vous êtes porteur, vous allez la développer. Simplement, vous ne savez pas ni quand, ni comment. C'est pas simplement, c'est en fait un très gros détail, ni quand, ni comment. Et effectivement, ce test, en fait, de toute façon, par définition, l'existence de ce test fait de vous une personne très différente. Mais il y a quand même des manières, effectivement, de faire ce test et d'annoncer le résultat de ce test. Et effectivement, Alice, comme que vous avez entendu hier, a reçu cette annonce de manière assez brutale. Et on lui a annoncé en fait une catastrophe inéluctable à venir et qui du coup fermait d'emblée tous les possibles. Et c'est vrai que cette annonce l'a mise en colère, pas tant pour le fait de lui annoncer la maladie de Huntington, qu'elle était porteuse et qu'elle allait donc la développer, mais parce qu'on l'avait enfermée dans un destin et dans une prédiction terrible. Et c'est ça qui l'a mise en colère. Et je pense que si cette annonce se fait encore peut encore se faire de cette manière, même si ça commence à changer, c'est que c'est une maladie qui a bénéficié depuis très longtemps d'une image très négative. C'était une maladie qui a longtemps été associée à une forme de possession, de démence. Et c'est cette représentation qui est encore transmise, et les médecins sont aussi sujets à transmettre cette représentation qu'ils ont eux-mêmes de cette maladie. Il n'est pas rare d'entendre des médecins, des neurologues qui estiment que c'est vraiment, qui peuvent dire que c'est une des maladies les plus terribles qui soient. Mais au-delà aussi de ça, et c'est ce que Nadine déjà précisait, c'est qu'il y a l'impuissance aussi du médecin face à une maladie qui est en plus incurable, donc pour laquelle il n'y a pas de traitement. Et il n'est pas rare non plus d'entendre du coup pour un médecin de dire il n'y a rien à faire, alors que évidemment nous à Ding Dong Dong on considère qu'il y a tout à faire, au contraire. Mais on peut aussi comprendre cette impuissance, et on comprend aussi que la médecine est bien seule face à ça. Donc il n'y a pas que l'impuissance, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question du dialogue, mais ce que nous on essaye de penser aussi avec Ding Dong Dong, c'est le collectif en fait, et c'est de ne pas être seul, et que le collectif doit être derrière cette situation, avec cette situation. Et le collectif, c'est quoi ? C'est les soignants, les familles, les proches, les malades, c'est tout un ensemble de personnes. Et que cette annonce, finalement, elle doit être peuplée. Ce moment, ce passage, il doit être repensé sous l'angle du collectif, et pas uniquement... la médecine seule ne peut pas être en charge de ça, toute seule, en tout cas. C'est lui donner peut-être un peu trop de pouvoir, et du coup aussi de responsabilité, et donc, par conséquence, d'impuissance. Cependant, je ne sais pas, ça me paraît un petit peu difficile de parler d'inattendu et d'imprévisible, en tout cas pour la maladie d'Huntington, dans la mesure où effectivement, si on fait le test et qu'on se sait porteur, c'est plus tout à fait inattendu l'arrivée de cette maladie. Par ailleurs, si on est à risque et qu'on n'a pas fait le test, mais qu'on sait qu'on est à risque, forcément, être à risque, ça veut dire qu'un de ses parents a la maladie, comme c'est une maladie héréditaire qui ne saute pas de génération. En général, sauf exception, ça arrive que dans des familles, la maladie d'Huntington ne soit pas connue, ou il y a des familles qui ont explosé, ou quelqu'un qui a perdu ses parents. Enfin, ça peut arriver que les personnes ne sachent pas que la maladie d'Huntington est dans leur famille, mais dans la majorité des cas, la personne qui est à risque connaît déjà la maladie puisqu'elle est dans la famille. Donc forcément, je dirais presque que c'est l'inverse dans la maladie d'Huntington, que c'est plutôt comment sortir de ce qu'on attend. Parce qu'en fait, on a remarqué dans le travail on a fait un gros travail d'enquête composé avec la maladie d'Huntington auprès des usagers. Et on a constaté effectivement que les personnes à risque et porteuses se référaient beaucoup aux personnes de leur famille qu'elles connaissent, à leurs parents ou à leurs oncles, tantes, cousins, cousines, aux personnes qui sont dans la famille et qui ont déjà ou qui développent déjà la maladie. Et qu'en fait, ils sont plutôt dans l'attente il va se passer la même chose, on va développer de la même manière, parce qu'on ne leur explique pas qu'on ne développe en fait quasiment jamais la maladie d'Huntington de la même manière qu'une autre personne. Et donc c'est plutôt effectivement, la prédiction, c'est plutôt de dire voilà ce qui va vous arriver, ça va être terrible, et en plus peut-être vous allez le développer, enfin on va penser que vous allez le développer comme votre parent. Et donc c'est plutôt sortir de cet attendu-là, alors où il y a de l'inattendu sans doute, c'est que en général, du coup, la maladie va se manifester, va se développer pas du tout de la manière dont la personne l'attendait. Donc c'est peut-être là qu'il y a de l'inattendu.
Et donc en fait nous avons effectivement créé Ding Ding Dong, pour vous dire quand même quelques mots de ce que nous faisons, pour transformer effectivement cette colère, la colère d'Alice au départ et la colère d'autres usagers, en pensée et en action pour déjouer les prédictions. Et donc plutôt que de voir la maladie de Huntington comme une catastrophe annoncée, on a préféré à Ding Ding Dong considérer que la catastrophe était déjà là et que la maladie de Huntington était en réalité une planète encore assez inconnue. Alors cette approche, elle nous a été permise en fait par la maman d'Alice, Anouk, car justement nous trouvions on observait beaucoup Anouk et on trouvait que la définition médicale qu'on nous avait donnée de la maladie ne correspondait pas tout à fait à ce que nous observions chez Anouk. Par exemple, Alice, on lui a dit non, mais votre maman, elle est anosognosique. Donc anosognosique, ça voudrait dire que la personne n'a pas conscience ou ne se rend pas compte qu'elle est malade. Évidemment, quand on creuse dans la définition médicale, c'est bien plus complexe, sauf que c'est comme ça que c'est dit. Et quand c'est dit comme ça se résume à votre mère n'a pas conscience d'être malade, n'a pas conscience de ce qui lui arrive, ce qui n'est absolument pas le cas d'Anouk, bien sûr. Et je passe aussi sur les questions de démence. On en a parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai que moi, nous, à Ding Ding Dong, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'on le trouve assez péjoratif et que par ailleurs, nous n'observons pas. Moi, je n'ai pas encore non plus observé personnellement de démence chez une personne qui est atteinte de Huntington. Mais il y a aussi d'autres termes, d'autres symptômes qu'on accole à la maladie de Huntington, comme l'irritabilité ou l'agressivité. Et on a vite fait, en fait, de prendre des conséquences, plutôt des conséquences de la maladie, comme des symptômes, alors que ce sont des conséquences de la maladie. Et donc on a commencé à devenir assez perplexe vis-à-vis des définitions médicales, alors pas tellement pour dire qu'elles soient fausses, mais simplement pour essayer de réouvrir ces boîtes noires et de partir de l'expérience des usagers, de repartir de l'expérience des usagers en premier lieu. Et d'ailleurs, ce qu'on a voulu faire, c'est donc effectivement leur donner la parole, co-construire un savoir expérientiel avec eux sur leur propre maladie, parce que c'est quelque chose dont on avait réalisé au début qui n'existait pas. On avait cherché ce qu'il pouvait y avoir de travaux sur l'expérience des malades, et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne leur avait jamais donné la parole, et qu'on ne s'était jamais intéressé à l'expérience de la maladie de leur point de vue, et de comment eux pouvaient décrire l'expérience qu'ils étaient en train de traverser. Et à partir de là, notre mission à Ding Ding Dong, par tous les moyens possibles, que ce soit par des moyens scientifiques et artistiques, et en général, on est toujours un petit peu indiscipliné, c'est-à-dire qu'on invente nos propres méthodes chemin faisant. Donc je précise qu'on est en fait un collectif d'artistes et de chercheurs en sciences humaines et sociales, et de personnes concernées. Et notre objectif, notre mission, finalement, on s'est dit que c'était de multiplier les versions de la maladie. Alors le terme version, c'est un terme intéressant qu'on nous empruntons à Vinciane Després, qui est philosophe, qui fait partie de notre collectif, et qui nous a appris en fait à cultiver l'art des versions, c'est-à-dire l'art de la coexistence d'histoires hétérogènes. Et en fait, pour ne pas écraser l'expérience des personnes touchées par Huntington dans des définitions trop grossières, on est obligé de faire avec leurs multiples expériences et donc les multiples histoires. Et finalement, hier, on parlait d'une éthique, Léo parlait d'une éthique du rythme. Je me demande si on ne pourrait pas aussi parler d'une éthique des versions, parce que c'est là la difficulté aujourd'hui qu'on a, et notamment vis-à-vis des mesures, c'est comment faire coexister des versions multiples et contradictoires parce qu'elles le sont souvent, et c'est ça qui fait que ce savoir expérientiel sur la maladie est un savoir vacillant, fragile, instable, mais en même temps c'est ce savoir-là qui compte, enfin qui compte en tout cas tout autant que le savoir médical et scientifique, et c'est trouver les moyens de faire coexister ces versions, et ça c'est notre mission principale en fait à Ding Ding Dong. Nadine, comment, du coup, je rebondis sur ce que disait Valérie, comment, en tant que neurologue, on fait pour ne pas plaquer une histoire construite de la maladie? Comment on laisse place à la multiplicité des histoires, des personnes, des contextes? Est-ce que tu as des exemples peut-être de... Oui, c'est effectivement, c'est là d'ailleurs, finalement, le fait qu'on tienne un petit peu dans l'ouvrage, c'est que c'est toujours nouveau. Hein, et depuis les temps anciens, puisqu'on a quelques références et philosophiques et des textes anciens, si on relit l'Iliade et l'Odyssée, on a appris apparemment l'être humain ne peut pas échapper à son destin, peut-être, mais je pense qu'on
ça ne veut pas dire qu'on doit obéir à son destin sans négociation. Et ce que tu viens de dire et la genèse de Ding Dang Dong est un exemple parfait parce que il y a, et c'est pour ça que le titre « Vivre l'instant présent » est à conjuguer dans tous les sens du terme, pour le coup, même si c'est le présent. Et si on reprend la définition d'Armel hier, le présent, c'est-à-dire être un peu en avant de ce que l'on va faire, je pense que lorsqu'on se décide à dire les choses, et je suis sûre que toutes les deux, on va arriver à démonter cette fameuse annonce, et j'ai beaucoup apprécié le terme « annonce peuplée », c'est vraiment très très joli, c'est que lorsque l'on va prendre la parole éventuellement seul ou accompagné, puisqu'effectivement la multidisciplinarité est une vertu qui évolue de façon, je trouve, extrêmement positive et porteuse dans les deux sens, celui qui soigne mais celui qui est soigné également, et celui qui va devoir aider, c'est donc de fait de devoir parler, de devoir se décider à dire quelque chose, c'est une action, et comme vous le savez, chaque action, c'est une intention. Et donc, s'inscrire dans cet instant présent pour le soignant, de devoir dire, eh bien, c'est effectivement se dire, est-ce que je suis, et on en a parlé hier au forum, le juste moment, est-ce que je suis dans une bonne intention pour dire à peu près justement ce qui est possible de dire. Et à ce moment-là, puisque l'on sait, et ça a été dit hier au cours de la table ronde, la séance plénière, on sait que dans ces maladies neuroévolutives, on fréquente une totalité insensée de ce qui va se passer, et pourtant il va falloir quand même créer un dialogue qui va structurer ce qui va suivre. Et cette structuration, pour moi, elle passe par déjà ne pas oublier que c'est pas parce qu'on est devant des maladies qu'on ne guérit pas, qu'il n'y a pas un traitement qui est exigible, exigeant, c'est une relation humaine de soins. Et ça, le caractère humain doit être absolument convoqué à ce moment-là, puisque pour l'instant, on ne sait pas guérir. Et en fait, je pense que, et tu l'as dit, je pense que pour redonner éventuellement ce goût au dialogue dans ce moment qui pourrait tous nous sidérer, c'est d'inverser les rôles, et ça on l'enseigne maintenant en faculté de médecine aux étudiants en médecine, c'est d'inverser les rôles et c'est d'essayer de donner éventuellement la possibilité aux futurs patients, si on est dans le domaine de la prédiction, ou aux patients, s'il est symptomatique, une parole de désir, c'est-à-dire de commencer par la question. L'écoute commence par le questionnement. Et si le médecin s'expose au questionnement, c'est qu'il s'expose ici à donner du temps et à prolonger éventuellement le temps de cette partie délicate qui est initier une relation humaine dans cette impuissance qui doit de toute façon être source de création. Donc réinterroger le patient sur le motif de sa quête, qu'est-ce qu'il pressent, qu'est-ce qu'il a compris de ce cheminement avec ses examens paracliniques, ça va lui donner la possibilité de dire de nouveau je pense que, ou je ne veux pas savoir, ou voilà, ce fameux jeu du désir va nous permettre, nous, soignants, d'avoir accès à son registre lexical, mais en même temps d'avoir un petit peu accès assez rapidement, c'est là où, pour le coup, c'est aussi encore une métamorphose, à ces représentations qui sont intimes, qui sont parfois très complexes, qu'on n'a pas à juger. Et donc, cette inversion des rôles, de rentrer dans le dialogue et de l'offrir, permet de détendre un petit peu et surtout, peut-être aussi d'engager le médecin ou la personne qui va devoir un petit peu dire les choses, de se libérer de son autocensure, car globalement, on n'est pas bien dans ces moments-là. Alors, je vais vous donner 2 exemples, parce que cette volonté qui est carrément ontologique de l'homme de rentrer en communication, parce qu'apparemment, enfin, du moins je l'espère encore aujourd'hui, dès qu'il y a communication, il y a confiance, même si les modes de communication aujourd'hui se complexifient et se globalisent. Je vais vous donner deux petits exemples. J'arrive dans une chambre, je ne connaissais pas le patient, il était arrivé par le biais des urgences. J'étais le médecin d'astreinte cette semaine-là et nous répartissons la tâche pour les nouveaux patients. Et j'arrive, j'étais avec mon infirmière et mon interne. Et la tâche était un peu compliquée parce que d'abord, d'une part, je ne connaissais pas le patient physiquement, mais je connaissais son dossier. Et ce dossier était assez triste puisque ce monsieur aveugle développait depuis quelques mois donc une paralysie très rapidement progressive qui l'a conduit à être tétraplégique.
Il avait fait quelques explorations fonctionnelles, paracliniques, mais pas beaucoup. Et il est arrivé par le biais des urgences, qui est quand même une voie d'accès à notre service et à cette mise en vérité, si je puis dire, de ce qui lui arrive, assez délicate. Et j'étais très, très embêtée. Et je me suis dit, là, je suis en train de monter le K2, comment je vais m'en sortir? Et je me suis engagée, justement, dans le connaître. Je me suis donc présentée, je l'ai touché puisqu'il ne me voyait pas, et je lui ai dit que je connaissais son dossier et que je me proposais éventuellement d'être son neurologue s'il acceptait. Et je lui proposais également de l'examiner, donc de le toucher. Donc voilà, je fais mon examen clinique. Malheureusement, ça corrobore un peu ce qu'on supputait sur le plan, disons, livresque dans son dossier. Il s'agissait bien, malheureusement, d'une SLA, d'une sclérose latérale amyotrophique. Et en très peu de temps, il commençait déjà à avoir une atteinte respiratoire. Donc là, le temps se raccourcit. Hein. Il faut non seulement dire, et en même temps, il faut annoncer les suppléances. Donc c'est extrêmement périlleux, et je me suis dit, comment je vais y arriver? D'abord, premièrement, il n'y a jamais d'urgence à devoir tout dire. Respecter ce qu'il veut entendre, ce qu'il ne veut pas entendre. Donc je lui ai donné la parole. Je lui ai dit, écoutez, ça y est, je commence un petit peu à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous arrive, et qu'est-ce que vous en pensez. Évidemment, ça a commencé. On ne m'a rien dit, je ne comprends pas pourquoi je suis passée par le biais des urgences, j'aurais dû voir un médecin, etc. Donc une litanie de regrets. Mais je lui dis, mais si vous êtes arrivé aux urgences, c'est que vous avez quelque chose. Vous en êtes convaincu. Oui, j'ai quelque chose, mais je vais en guérir de toute façon. C'est pas possible. Je marchais il y a encore 6 mois. Il y a quelque chose qui va pas. Vous allez me guérir, docteur. Puis en plus, je ne vois pas, donc c'est pas facile de comprendre. Bref. Et cette consultation au lit du malade a duré à peu près 25 minutes. Je lui redonnais la parole. Je lui dis, mais oui, mais vous vous souvenez quand ça a commencé? Comment ça a commencé? Et je lui ai demandé de re-raconter son histoire, alors que je l'avais entendue déjà, et surtout je l'avais lue. Et petit à petit, je l'ai interrompu en disant, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a... Et de fil en aiguille, c'est lui qui a annoncé la maladie. C'est lui qui a dit, oui, je sais, je suis atteint de la sclérose latérale amyotrophique. 25 minutes, et c'est lui qui a fait l'annonce. C'était un moment vraiment... absolument époustouflant. L'interne était complètement bouleversé, l'infirmière s'est sentie mal, et en fait il s'est approprié, alors ça a été long, mais il le fallait ce temps-là, il s'est approprié le fait qu'il avait vraiment cette double peine, il ne voyait plus et il ne bougeait plus. Et après, quelques jours plus tard, j'ai pu lui parler malheureusement de la suppléance respiratoire. Vous avez cet exemple, et un autre exemple complètement à l'opposé, c'était une petite femme de 80-85 ans, toute menue, toute minuscule dans son fauteuil roulant, et elle arrive à ma consultation, je ne la connaissais pas, un petit dossier, ça allait très vite, malheureusement le diagnostic était assez facile à faire, je l'ai écoutée, je l'ai examinée, je me suis rapprochée d'elle, souvent je change de côté de bureau, je me mets de l'autre côté, très très régulièrement. Et je me penchais, et elle avait cette forme qui fait qu'on se met en camptocormie. Elle n'avait plus de muscles au niveau des paravertébraux, donc elle était toute petite, toute rabougrie dans son fauteuil. Et je me disais, mais comment je vais faire pour... Elle me dit, vous savez, je suis veuve depuis quelques semaines, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, voilà, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il y a eu un long silence, parce que j'ai été très embarrassée, et elle me dit, je vous en donne du mal, docteur. Mais vous inquiétez pas, je viens de perdre aussi mon fils. Donc, allez-y. Et donc, elle m'a aidée dans l'inversion. Cette fois-ci, elle a inversé les rôles, et effectivement, j'ai pu lui dire, relativement correctement, je vais dire, ce diagnostic, et j'ai pu ensuite la mettre tout de suite dans une multidisciplinarité pour l'entourer dans cette épreuve. Elle n'avait plus rien à perdre, et elle me l'a dit. Merci beaucoup. Alors, malgré les différences entre vous, les différences de position, les différences entre les maladies dont vous parlez, qu'il ne faut pas négliger, il y a quand même une convergence, je trouve. D'un côté, la multiplicité des versions dont tu parles, enfin ce projet qui est un beau projet de faire exister cette multiplicité des versions de la maladie, la multiplicité des histoires de la maladie, contre cette idée qu'il y a une histoire naturelle de la maladie.
et de l'autre côté, l'inversion des rôles dont Nadine parle. Finalement, ces deux idées, pour moi, convergent vers un engagement de desserrer l'étau de la prédiction et d'écouter ce qui n'est pas écrit dans les manuels de médecine, dans ce qu'on connaît sur la maladie. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu dans la chronologie de la maladie, qui malgré tout existe. Cette chronologie linéaire existe malgré tout, vers ce qui suit l'annonce. Et j'aimerais que vous nous disiez toutes les deux, alors peut-être commençons par la clinique avec Nadine, ce que vous avez constaté dans vos expériences respectives sur la capacité des personnes concernées, qu'elles soient d'ailleurs diagnostiquées elles-mêmes ou proches d'une personne diagnostiquée, à faire fi des prédictions, à les déjouer, à ouvrir des possibles. Voilà. Donc, Nadine. Alors effectivement, c'est assez miraculeux et je pense que les maladies de la Corée, de Huntington, on a aussi parfois des grandes surprises, notamment devant la détermination génétique, mais tu nous en parleras, je pense, tout à l'heure. Ce qui est assez étonnant, c'est que, et c'est ce que je dis toujours un petit peu à mes étudiants, c'est en chacun de nous, il y a une quantité de réalité qui nous échappe. Et cette quantité de réalité qui nous échappe, en fait, elle fait référence à ce qui nous anime, parce que finalement, notre vie, c'est quand même une tragédie. On sait déjà tout ce que ça va se terminer. Et pour accepter cette tragédie, je crois que on le dit, et d'ailleurs dans la médecine narrative, on commence à l'aborder, c'est qu'on a toujours un référentiel qui est effectivement construire un imaginaire. Et cette réalité qu'on se construit, cette identité narrative qu'on se construit, ça a accès constamment à cet imaginaire, et je crois que c'est très très important de le garder en nous, nous soignants. Cet imaginaire, il est inépuisable et il est surtout unique, il est singulier. Si bien que, je dirais que le foyer et le ferment de ce creusement de l'imaginaire pour supporter la réalité, c'est quelque chose qui est absolument une idée fixe et qui est absolument universel, c'est l'espoir. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est que dans nos maladies neuroévolutives, il faut laisser constamment l'espoir s'animer. C'est pas l'espoir de cette utopie monothéiste qui nous fait effectivement croire ou ne pas croire des choses du domaine un peu ésotérique. Ce n'est pas non plus l'espoir qui s'anime parce qu'on est résistant à tous les malheurs que l'on supporte, qu'on voit et qu'on doit raconter. C'est vraiment cet espoir que je vais rester jusqu'au bout du chemin, un être de relation. Et ça, c'est un espoir qu'il ne faut absolument pas détruire, si bien que lorsqu'on s'engage dans cette annonce diagnostique et que l'on s'engage à ce dialogue et à cette entrée dans la métamorphose de la relation, il est très important de cheminer. J'ai bien aimé, on a été plusieurs à faire une métaphore par rapport à la marche, par rapport à cette prise de risque qui est la marche. Vous savez, la marche en neurologie, c'est quelque chose d'assez fascinant puisque c'est quelque chose que nous apprenons. Marcher, c'est un acte de mémoire. Et vous savez que la mémoire chez l'être humain, la mémoire est tout le temps accolée à l'émotion. Donc à chaque fois que nous marchons, nous faisons un pas, nous prenons le risque d'être en confiance avec le côté droit, avec le côté gauche, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est également un acte de mémoire. Et donc, je pense que pour démonter l'idée d'annonce qui finalement nous fait du mal, et qui fait encore du mal, je pense qu'il va falloir l'abolir, et je vous offre ça aujourd'hui, et qu'on va parler plutôt de parcours diagnostique. Parce qu'on est dans un parcours. On fait effectivement en échange sémantique et on va parcourir ce chemin avec ces explorations jusqu'à la construction d'une certaine réalité, nouvelle vérité avec un autre bagage qu'on n'aurait pas voulu mais qui est quand même là. Et ça, c'est très important. Je vais vous raconter justement un exemple rapidement. Un couple qui arrive... et vous savez qu'avec nos expertises répétées, on finit par connaître l'être humain au-delà de l'objectivité de nos soins. On sent les choses. Voilà, ça c'est le pif. Et je vois ce couple rentrer dans le box et je me dis oulala. Ça sent le divorce. C'était le couple qui tendu. Il y avait quelque chose de l'ordre du détachement en cours.
Et c'était madame qui était malade et elle avait effectivement une SLA sans trouble cognitif et c'était une forme bulbaire. Donc elle avait une dysarthrie, des difficultés d'élocution. Et très rapidement, j'ai cru comprendre dans l'histoire que c'était elle qui, on va dire, était l'autorité, on va dire, hein, comme ça. Et un homme derrière, un peu effacé, mais présent à la première consultation. Donc c'est quelque chose qu'il fallait que je retienne. Et puis, donc, l'annonce, entre guillemets, se passe. Il y a une adhésion aux soins, ce qui n'était pas acquis au départ, parce que cette femme était très autoritaire. Et petit à petit, je vois ce couple revenir tous les trimestres en consultation, hein, au cours de ce parcours diagnostic et de suivi, avec les suppléances. Après, la parole, ça a été les mains. Donc, il a fallu qu'elle soit aidée pour l'habillage. Il a fallu qu'elle soit aidée pour dire ce qu'elle avait à dire, puisque l'élocution était très, très altérée. Et petit à petit, j'ai vu devant moi un couple se réanimer. Malheureusement, évidemment, ça s'est mal terminé puisque madame est décédée au bout de 3-4 ans d'évolution. Et je laisse toujours une porte ouverte à la discussion pour les endeuillés, pour qu'ils puissent revenir dans un lieu qui pourrait porter vraiment une mauvaise image de l'hôpital malfaiteur. Et je vois arriver 2-3 mois après son deuil, arriver ce monsieur qui vient, qui s'installe et qui me dit: vous devez être surprise de me voir arriver. Je dis: écoutez, d'abord, premièrement, je vous adresse mes condoléances, mais je ne sais pas si je dois être surprise, mais en tout cas, c'est un effort, c'est du courage de revenir ici. Et il me dit: mais j'avais quelque chose d'important à vous dire. Vous savez, à cause de la maladie, ou grâce à la maladie, nous avons vécu nos plus belles années de vie de couple. C'était, voilà, ça fait partie de ces métamorphoses assez impressionnantes. Et en fait, au fur et à mesure, après avoir étudié ce cas qui s'est renouvelé, je me suis rendu compte que par les preuves, la relation de soins a inversé les rôles, là encore. La femme qui était autoritaire a dû malheureusement se rendre de plus en plus mutique. Lui, effacé, a dû prendre de plus en plus la parole. Donner, nous donnons tous, nous donnons quand ça nous arrange finalement, hein, le don c'est très complexe, mais savoir recevoir c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et en fait, cet homme a pu donner, et surtout, hein, par cette épreuve difficile, mais qui essayait de créer un tissage humain et le plus bienveillant et le plus protecteur possible autour d'elle, elle a appris à recevoir. Et ça a été on va dire une métamorphose, et elle est morte apparemment assez paisiblement. Merci. Alors, puisque effectivement le neurologue ou le médecin en général ne porte pas toute la responsabilité, ou ne doit pas porter toute la responsabilité, Alice le rappelait hier, mais un collectif comme Ding Dang Dong doit jouer un rôle dans ce projet de laisser place à l'inattendu. Toi, Valérie, qu'est-ce que tu as constaté des effets finalement de tout ce que vous faites à Ding Dang Dong sur voilà, la capacité des personnes à défier, à faire fi des prédictions, voilà. Je veux bien d'abord juste rebondir sur la question précédente, si ça te pardon. Parce que je voulais en fait aborder un point qui me semble important et dont on parle difficilement parce que c'est un sujet difficile, c'est la question de la mort, effectivement. Et en fait, je voudrais en parler en rapport avec la question que tu posais précédemment de qu'est-ce qui permet aussi de réouvrir des possibles, et qu'en fait, on a beaucoup appris avec les usagers de Huntington que le fait de faire un détour et de devoir penser cette question de la mort permet de réouvrir aussi des possibles. Et c'est quelque chose dont on parle peu. Et les usagers en parlent eux-mêmes peu, parce que d'une part c'est compliqué, mais aussi d'autre part parce que en face ça fait peur. Ça fait peur pour les proches, ça fait peur aux soignants qui du coup craignent un passage à l'acte, ou qui craignent, à juste titre, hein, ça peut arriver. Donc c'est une question bien complexe. Je ne minimise pas, et on ne minimise pas à Ding Dang Dong la difficulté de ces maladies qui peut provoquer parfois des crises très fortes et arriver à des situations désastreuses. Mais
quand bien même, de là à éviter cette question de la mort, ça va pas non plus, parce qu'en fait, c'est quelque chose que, de toute façon, ces personnes doivent affronter. Quand elles reçoivent l'annonce de cette maladie, on a eu quand même beaucoup de retours nous disant la première chose à laquelle on pense, c'est notre mort, la mort des autres aussi, et de nos proches et d'autres personnes touchées par Huntington, mais aussi notre mort. Et je voudrais juste apporter deux témoignages en fait, de 2 personnes, parce que nous venons de finir un film qui s'appelle Absolute Beginners, qui est un film dans lequel 6 personnes qui sont dans les débuts de leur maladie nous racontent comment elles vivent avec l'annonce, comment elles ont transformé l'annonce et comment elles sont en train d'évoluer, de vivre avec cette maladie dans les débuts de la maladie. Et elles ont toutes parlé de cette question de la mort, qui est quelque chose de très important pour elles, et ça rejoint quand même les questions aussi de prédiction ou inattendue, ou de prévoir. Et en fait, ces personnes ont besoin de penser, voire de prévoir leur mort, parce que c'est leur redonner un pouvoir et un contrôle sur ce qui leur arrive, mais aussi parce que quelque part, peut-être, ça leur permet de se débarrasser de cette question, pas une fois pour toutes, mais en tout cas, de pouvoir avancer. Et je voudrais juste citer Charlotte, une jeune femme donc, qui a fait le test et qui est porteuse de la maladie, et qui dit que l'annonce pour elle a été comme quelque chose qui l'a reliée à sa mort et à la tragédie humaine. Et elle dit, d'une certaine manière, ça m'a aidé à vivre d'une façon plus intense, plus engagée dans ce que je faisais. Je la cite, « Je me suis régulièrement questionnée sur ce qui a du sens pour moi, de faire des choses qui sont importantes, d'être engagée, la qualité des relations que j'ai avec les gens. C'est comme si ce rapport à la mort, finalement, c'était quelque chose qui a densifié ma vie, qui l'a intensifiée. » Et je voudrais aussi citer Cassandre, qui elle aussi a tout de suite imaginé sa mort en nous disant que 10 ans après, elle était toujours là, et que le fait de faire le test lui avait fait prendre conscience de la mort peut-être plus que les autres, et que c'était une bonne chose en réalité, et que ça lui a donné envie de vivre tout à fait, de vivre tout de suite et maintenant, et d'envisager la vie d'une toute autre manière. Et du coup, de penser que pour elle, la vie maintenant, un de ses objectifs dans la vie, c'est justement d'apprivoiser la mort. Elle dit que ça pourrait être perçu comme quelque chose de triste, mais pour elle, ça ne l'est absolument pas, au contraire. Et que ça lui plaît d'essayer de l'apprivoiser, de la préparer du mieux possible, et que pour elle, son objectif, c'est de mourir le plus heureusement et le plus sereinement possible. Et que je pense que cette question, voilà, je voulais quand même rajouter ça, parce que dans cette question de la... tu parlais de prévoir, qu'il fallait prévoir. Et ben, je pense qu'effectivement, à cet endroit-là, c'est peut-être pas prévoir forcément comment. Après, il y a aussi des gens qui prévoient, qui prévoient comment ils veulent mourir, mais c'est surtout simplement le fait de faire ce détour par cette pensée-là. Et cette pensée-là, elle est importante et elle est souvent taboue. Donc, je trouvais que c'était important de pouvoir en parler, et pas que de manière dramatique, pour reprendre aussi les termes d'Alice d'hier. C'est trouver l'équilibre entre la dramatisation et la dédramatisation. Et la mort, souvent, on en fait un drame. Et ce qui engage aussi ces usagers finalement à ne pas en parler, parce qu'ils ne veulent pas faire face à la peur des autres finalement de tout ça. Alors peut-être avant que tu répondes à la question que je te posais avant, peut-être que non, mais du coup peut-être Nadine, tu voudrais prolonger le propos de Valérie. Oui, juste dire que effectivement en prévoir éventuellement dans le diagnostic présymptomatique et prévoir alors qu'on est porteur, il y a effectivement un monde. Nous aussi, dans nos cas de SLA, si on s'avance dans ce parcours diagnostique ensemble, c'est que justement on a besoin de réponses pour prévoir la suite, avec toutes ces suppléances, cette sophistication du soin, que ce soit sur le versant alimentaire, que ce soit sur le versant respiratoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que ce fameux prévoir, c'est pour que finalement cette vie soit réussie, entre guillemets, jusqu'au bout. Et justement, elle doit être réussie sans escamoter cette partie-là, qui est de le mieux possible, là aussi, faire référence à l'imaginaire, comment on imagine s'en aller, comment on imagine mourir et se mourir, comment on imagine le faire vivre à ceux qui vont devoir vivre le deuil. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à côté de cela, la prévision, la prédiction chez les patients asymptomatiques, moi, me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu veux qu'on en reparle un peu plus tard, ou peut-être. D'accord. Donc
Mais c'est vrai que ça, pour clôturer là-dessus, c'est que ça rejoint aussi les questions qui étaient abordées par Léo Koutelek hier par rapport à la temporalité, c'est-à-dire que la temporalité, elle est effectivement pas linéaire, c'est-à-dire que de devoir penser à un moment donné des choses qui peuvent arriver, c'est une façon aussi de pouvoir justement passer à autre chose. Donc c'est tout un jeu en fait sur ces temporalités. Et donc pour reprendre ta question, pardon, Polo. Donc là, je répète peut-être la question pour qu'on s'en souvienne. Oui, effectivement, le fait de donner la parole aux usagers et de composer une histoire avec eux a des effets, bien évidemment. Et je dirais plutôt que de donner la parole aux usagers, ce que nous faisons à Ding Ding Dong, c'est que nous co-construisons, enfin, ou plutôt ils co-construisent avec nous leur histoire et leurs histoires. J'insiste de nouveau sur les histoires au pluriel et leurs versions. Et que c'est ce que, encore une fois, nous avons fait là dans le film que nous venons de finir, Absolute Beginner, c'est que nous avons fait dans notre travail précédent qui s'appelle Composer les savoirs, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Le chemin des possibles. Donc c'est vraiment une co-construction de ces histoires, les faire exister, leur donner de l'épaisseur, leur donner un degré d'existence. Et le fait, en fait, de prendre au sérieux ces histoires engage déjà un effet d'emblée sur avec les personnes, sur les personnes avec qui nous travaillons. Ils nous le disent tous les jours. Et encore aussi, une fois, j'insiste là-dessus, au-delà de cette co-construction, c'est que ça constitue un collectif. Et le collectif leur apporte énormément. Le collectif de travail qu'on engage avec eux, mais également au-delà du collectif de travail, Alice a mis en place des groupes d'auto-support. Et c'est cet ensemble-là, cette co-construction collective et qui prend différentes formes, qui prend la forme de discussion entre eux, qui prend la forme, après nous, on les transforme, on cherche les moyens en fait, d'être à la hauteur de leurs histoires. C'est ça qui importe, c'est aussi de trouver les moyens qui soient à la hauteur de ces histoires, les moyens de bien les raconter. Les moyens de bien les raconter, ça peut être par l'écriture, par le film, par d'autres choses. Et la manière aussi ensuite dont on va accompagner ces moyens que nous avons trouvés. Donc on accompagne tous nos travaux, que ce soit un film ou un livre ou un rapport de recherche. On essaye d'accompagner au maximum ces travaux-là, pas simplement en les diffusant et en les montrant, mais aussi en les engageant, en faisant partie, en rencontrant les gens, en s'intéressant aux associations, aux autres associations Huntington. On essaye de faire en sorte que ces travaux puissent avoir une capacité de transformation dans la réalité de la situation Huntington, c'est-à-dire améliorer la compréhension de la maladie, changer sa représentation, mais aussi faire des propositions pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de cette maladie et qu'on puisse permettre aux personnes touchées de vivre le plus honorablement possible avec cette maladie. Est-ce que tu veux prolonger un peu, Nadine, sur cette question? Oui, on nous a souvent critiqué régulièrement que, comme tu viens de le dire, la subtilité de l'incertitude est parfois pas acceptée. Annoncer effectivement une maladie, alors je vais maintenant décider de ne plus dire le verbe annoncer. Voilà. Rentrer dans le parcours diagnostique et utiliser l'incertitude de l'évolution d'une maladie pour un patient singulier et parfois nous est lancé comme une injure imposture. Mais non. Justement, je crois que tu as tout à fait raison dans l'exemple de ce que vous faites à Ding Ding Dong. C'est justement, il faut adhérer à cette incertitude. Il faut que le médecin, la personne qui va rentrer dans ce parcours diagnostique avec le patient, sache que c'est un pilier qui laisse l'espoir, qui laisse cette quantité de réalité qui nous échappe, qu'on n'a pas à juger, et qui laisse effectivement une construction de l'imaginaire qui fournit de nouveau de l'espoir, etc. Et ça, c'est essentiel. Il faut savoir conjuguer l'incertitude au présent, au passé, au futur, et l'inscrire dans l'instant présent. Hein. Ça, je crois que c'est très, très important. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près. On va prendre encore 5 minutes pour conclure. J'ai une dernière question plus politique, disons, à vous poser. C'est la question des discordances temporelles, ou on pourrait dire de la chronodiversité, comme disait Léo hier. Au fond, il y a différentes temporalités. Il y a différentes temporalités dans ce désir de savoir. Le plan MND, par exemple, préconise un diagnostic au moment opportun, dès les premiers symptômes, pour éviter toute errance diagnostique. Donc ça, c'est un premier point de vue. Certains chercheurs en médecine, que ce soit dans le champ des maladies neuroévolutives ou au-delà, cherchent à établir des diagnostics présymptomatiques.
Et puis, on peut penser que certaines personnes ne voudraient pas savoir, quand bien même elles ressentent des symptômes, de quelle maladie elles souffrent. Alors, comment, dans une société, on accorde ces différentes temporalités? Peut-être Valérie, tu veux commencer sur cette difficile question? Oui, comment ça, c'est une grande question, mais je dirais qu'effectivement... il faut qu'on apprenne à respecter cette chronodiversité et enfin, ça me paraît essentiel, et ce que disait Léo hier, d'engager le débat, parce qu'effectivement, j'avais jamais réalisé avant de l'entendre hier à quel point on ne discutait pas en fait de cette question. Et je trouve que la maladie d'Huntington, mais pas que celle-ci, mais c'est celle que je connais le mieux, que la maladie d'Huntington révèle et met à jour de manière assez incroyable cette question-là de la chronodiversité, tant la relation à l'espace et au temps dans la maladie d'Huntington est particulière. Mais je dis particulière parce qu'en fait, effectivement, encore une fois, il s'agit surtout d'un décalage qui se construit avec la réalité et avec les normes en place et qui révèle en fait quelles sont ces normes. Donc la difficulté de la maladie d'Huntington, avant tout et bien avant les symptômes, c'est le fait qu'elles doivent se frotter, qu'elles soient en conflictualité avec des normes. Et du coup, ce sont des personnes qui sont enfermées dans ces normes de spatio-temporelles qui ne leur correspondent plus et à laquelle ils ne sont plus adaptés, mais c'est simplement une autre façon de vivre dans l'espace et dans le temps, en fait. Je pourrais un peu développer là-dessus, mais ça prendrait trop de temps parce que c'est quand même assez passionnant. Juste, je précise, parce qu'on aime beaucoup ce petit slogan à Ding Ding Dong, qui vient pas de nous, mais qui vient d'un monsieur qui s'appelle Jimmy Pollard, qui a écrit un guide absolument incroyable pour la maladie d'Huntington, qui s'intitule Hurry Up and Wait. Parce que c'est le paradoxe aussi des Huntingtoniens à la fois d'avoir un temps beaucoup plus étiré. Ils peuvent parfois mettre du temps à répondre, mais ils entendent, simplement ils répondent parfois avec un laps de temps qui peut aller jusqu'à plusieurs jours. On peut poser une question, ils répondent 3 jours après. Et puis d'un autre côté, il y a des fois où il faut que ils sont très impatients, il faut que tout se passe à ce moment-là. Mais tout ça, c'est en fait plutôt que des symptômes, c'est simplement ils doivent s'adapter, ils sont en décalage avec d'autres façons de considérer et de vivre le temps. C'est des modes d'existence différents. Et simplement pour rappeler aussi sur la question quand même de cette chronodiversité et de quand il faut... Est-ce qu'on a envie de prédire à l'avance ou pas, parce que c'est quand même vers ça qu'on va de plus en plus, hein, c'est la prédiction, les prédictions. Je voudrais juste rappeler quand même aussi un point important, c'est que dans les familles, donc quand les personnes à risque, dans le cas d'Huntington, il faut savoir qu'à moins de 20% des personnes à risque passent le test. Enfin, c'est important de le savoir parce qu'en fait, intuitivement, quand on dit que le test existe, je suis persuadée que la majorité d'entre vous, que la majorité des gens pensent, bah oui, s'il y a un test, on le fait. Mais en fait, non, c'est pas du tout si évident. En fait, moins de 20% des personnes passent le test. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que la majorité des gens préfèrent ne pas savoir. Et si elles préfèrent ne pas savoir, ce n'est ni forcément de l'évitement ou du déni, surtout pas du déni, c'est une stratégie, parce que ça leur donne un laps de temps de vie sans la maladie plus long pour développer les projets qu'ils ont envie de développer. C'est pas forcément une stratégie d'évitement. Il faut faire attention avec tous ces termes psychologisants parfois qui en fait, simplement, ils se donnent une marge, ils se donnent un temps pour pouvoir développer des projets. Et c'est un choix, en fait. C'est vraiment un véritable choix. Je voudrais juste préciser, après, ça ne prédéfinit pas. Chacun fait le choix qu'il souhaite faire. Mais c'est pour préciser, parce que c'est un peu contre-intuitif. Et voilà. Donc moi, je suis très effrayée. Je crains beaucoup ces questions de prédiction. Il faut faire très attention et ralentir sur cette question de quand savoir et est-ce qu'on a besoin de savoir absolument ce qui va nous arriver. Et le fait même que le test existe pour Huntington en soi est déjà un bouleversement existentiel parce qu'il existe. Donc c'est une tentation. Il est là, ce test. Absolument. Mais est-ce qu'on est obligé alors d'aller vers cette tendance qui fait qu'on va vouloir de plus en plus prédire ou en tout cas donner des probabilités de ce qui va nous arriver? Moi, ça me paraît assez effrayant. Mais bon, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui la médecine des 4 P. Hein, la prédiction, la personnalisation, la prévention, la participation. On peut se demander si c'est pas à la rencontre de 4 utopies. Moi, ce qui m'ennuie effectivement, et tu l'as dit, c'est qu'on est là dans un moment du soin qui est très particulier parce qu'il y a à la fois la coexistence de la notion de prédictibilité et avec celle d'incertitude. Donc en fait, on a une modification complète des relations entre éventuellement celui qui pourrait proposer, en étant responsable de cette proposition, de vouloir savoir avant,
et celui qui pourrait éventuellement avoir le choix, et tu viens de le dire, c'est tentant, hein, avoir le choix de savoir pour devenir un patient potentiel. Donc, en fait, et d'ailleurs, j'ai bien aimé la phrase du Conseil scientifique, Conseil consultatif national d'éthique, qui disait que le défi de la génétique aujourd'hui, c'est un défi de la connaissance. Ce savoir, cette connaissance de ce savoir éventuellement malade par avance, c'est quand même assez compliqué. Hein. On a l'impression qu'on est en train de créer de la connaissance comme un fardeau et un savoir comme une épreuve contre l'espoir. Et ça, je trouve que c'est assez difficile parce que ce savoir malade par avance, c'est franchement plus que complexe puisque on fige éventuellement un futur sur un peut-être. Donc, je pense qu'on crée de la vulnérabilité en permanence. Et là, on en prend pour toute la vie. Donc, c'est vraiment assez... Allez. Et puis, en plus, éventuellement, mettre tout sur l'aspect génétique des choses, on le sait pertinemment. Il suffit de voir les jumeaux homozygotes. Il y en a un qui va développer la maladie à tel âge avec une telle forme, et l'autre jumeau le développera d'une toute autre façon et pas du tout au même âge. Donc, voilà, je trouve qu'on est là arrivé à un seuil où il faut se poser la question de est-ce que la vérité que nous sommes censés reconnaître par ces tests de plus en plus en amont nous oblige? Est-ce que cette incertitude est une valeur ajoutée pour avoir une vie correcte? Est-ce que c'est utile pour tous? Est-ce que c'est utile pour le patient? Est-ce que c'est utile pour la société? Qu'est-ce que ça va donner comme souffrance? Peut-être aussi des arrêts de travail, enfin n'importe quoi. Et je crois que finalement, ce qui est probablement convoqué là, c'est que on s'arrange avec nos propres petites ambiguïtés. Parce qu'on a du mal à s'arranger avec les ambiguïtés de l'autre. Hein. Pareil pour l'ambivalence. Nos ambivalences, je veux savoir, mais je ne veux pas savoir. Tu le dis, 20% des patients vont faire la détermination de la génétique, et sur ces 20%, il y en a 50% qui n'iront pas chercher le résultat. Effectivement, je n'ai pas précisé. Voilà. En plus, ils n'allaient pas Donc, tous chercher. c'est complexe, c'est vraiment, on touche l'intime là. Et je pense que notre ambivalence, cette ambivalence qui nous détermine, et on est tous différents, et ça c'est super, c'est pas, je pense, face au savoir. Je pense pas que ça soit face à une certaine vérité médicale, si on peut dire les choses comme ça, ou de santé. Cette ambivalence, elle est face à la réalité, à sa propre réalité. Est-ce qu'on veut savoir réellement ce qu'on pourrait devenir? Et c'est là où est toute la subtilité de cette affaire, et qui nous développe des responsabilités qu'on n'imaginait pas, nous, en tant que soignants. Hein, je trouve que et en plus, ça doit appartenir à... C'est une question de société, je pense. Bon, on va s'arrêter là pour l'entretien. Juste un mot de conclusion. Je pense que ce qu'on peut retenir, et ce que peut-être les maladies neuroévolutives nous enseignent pour le champ de la santé en général sur la prédiction, c'est à apprendre à ce que précisément nos plans, nos prédictions, comprendre que ces plans ne nous disent pas tout sur le futur, qu'elle n'empêche pas l'inattendu de survenir. Et pour faire une analogie, on avait préparé pour cet entretien une trame qu'on n'a pas forcément respectée, et il y a eu beaucoup d'inattendus, je peux vous dire, dans cet entretien. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, Valérie Pignay et Nadège Moforestier.